Cette prison surpeuplée est une poudrière. Un endroit où tueurs, braqueurs et violeurs se disputent l'espace. Et où la violence se transforme rapidement en émeute de grande ampleur. Je vis ce cauchemar tous les jours. Certains détenus tentent de s'échapper de cet univers en faisant des études universitaires. Mais dans cette prison, étudier ne les met pas à l'abri. Je dois déjà survivre avant de penser au diplôme. Le danger est partout autour de vous. C'est une poudrière. Voilà ce que c'est. Restez à l'école, parce qu'ici, ça rigole pas. Bienvenue à la prison d'État d'Ironwood. La prison d'État d'Ironwood, à Blythe, en Californie. Plantée dans le désert de Californie du Sud, Ironwood est isolée, écrasée de chaleur et dangereusement surpeuplée. De nouveaux prisonniers viennent d'arriver, par dizaines. Avec davantage de détenus que de cellules, cette prison est au bord de l'explosion. 2 par 2, sortez pour la photo. Après, vous revenez. Conçu pour abriter 2200 prisonniers, Ironwood en accueille 4700. On vit en gang. Les 4 secteurs de la prison accueillent donc une population 2 fois supérieure à leur capacité, et les prisonniers s'agglutinent dans les cours pendant la promenade. Surpeuplement égale violence. Il est 11 h du matin et le lieutenant Sue Smith patrouille parmi plus de 400 détenus. Enlève-moi ce bandeau. Les crimes qui les ont amenés ici vont des coups et blessures aux meurtres multiples. Et de la vie des gardiens, les entasser ensemble ne fait que les rendre plus hostiles. Les prisonniers se regroupent selon leur appartenance ethnique, blanc, noir, hispanique et autres. Ces groupes raciaux se subdivisent en gangs qui possèdent une longue histoire de conflits. Mais dans cette prison surpeuplée, les ennemis jurés sont contraints de se côtoyer. De nombreux gangs vendent de la drogue, clé de voûte de l'économie souterraine de la prison. Des querelles surviennent chaque semaine. Je sais de quoi ils sont capables. Je connais le potentiel de ces gars. Ils font de la muscu toute la journée. Ils sont affûtés, ils sont forts et ils se battront jusqu'à la mort. L'été dernier, des émeutes ont éclaté de façon sporadique pendant des semaines. Centre de contrôle. J'ai 6 blacks ici. Il me faut un protocole code 1. J'ai vu des détenus poignardés dans le cou, des gorges tranchées, des coups de couteau multiples, des détenus démolis à poings nus. J'ai vu la mort. Ces détenus sont toujours prêts à se battre. Et le lieutenant Smith monte la garde pour stopper la prochaine émeute avant qu'elle ne débute. J'ai des infos comme quoi on va avoir des problèmes dans cette cour. C'est imminent. Ce sera peut-être aujourd'hui, demain ou le jour d'après, mais c'est pour très bientôt. Tu vois ce gars là-bas? Je veux savoir qui c'est. Il vient de me pointer du doigt. N'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Au moment même où je vous parle, ça pourrait partir. Alignez-vous! La possibilité d'une émeute est toujours dans un coin de ma tête quand je suis dans la cour. T'as un truc pointu dans les poches? Ils n'ont pas le choix. Question de survie. Mais à Ironwood, il existe des lieux encore plus dangereux que la cour. Les salles de gym. Il y en a une pour chaque cour. Elles accueillent 120 détenus agglutinés les uns sur les autres. Et seulement 3 gardiens pour faire régner l'ordre. Cette prison est tellement surpeuplée que les salles de gym des 4 cours ont été converties en unités de logement. Tu veux bien mettre un pantalon? Je vais me changer. Tu es censé porter un pantalon. Travailler dans les salles de gym est très dangereux pour les gardiens, parce que les locaux sont exigus et 120 détenus s'y entassent. Quand on passe entre les couchettes, n'importe quoi pourrait se produire. Attention, messieurs.
Il ne faut jamais baisser sa garde, surtout pas dans les salles de gym, car les détenus sont très proches de vous. T'as pas entendu le maton arriver? Ces 550 mètres carrés abritent des criminels et des gangs rivaux entassés ici sans cellules pour les séparer. Et quand la violence éclatera, ils seront prêts. Ils s'équipent d'armes rudimentaires et mortelles. Le gardien Michael Smith et la brigade d'investigation en ont récolté des centaines. Ici, on a différentes armes trouvées à Ironwood au fil des années. Elles vous montrent à quel point ces gars sont ingénieux lorsqu'il s'agit de fabriquer des armes au sein de la prison. Celle-ci est intéressante, on appelle ça la carotte. C'est une brosse à dents limée en pointe. Elle était plantée dans le sol. Elle est entourée d'herbes pour qu'on la confonde avec les mauvaises herbes de la cour. Les détenus qui les fabriquent savent où elles sont, mais elles n'ont l'air de rien dans le sol. Et si une émeute ou quelque chose d'imprévu se passe, ils peuvent s'en saisir rapidement. Ils vont dans le secteur en question, ils trouvent leurs mauvaises herbes et ils sont armés. Parmi les plus dangereuses, il y a ce qu'on appelle les broyeurs d'eau. Ce sont de grosses armes en métal. Elles provoquent de graves perforations. Il y a aussi ce genre de petits tomahawks. Ils causent de grosses coupures ou des incisions très graves. Ils sont faits avec des lames de rasoir. Ces armes ne sont pas destinées qu'aux ennemis. Les groupes raciaux et les gangs s'en prennent à leurs membres qui ne respectent pas les règles. Les nouveaux sont vite mis au parfum. La race détermine ceux avec qui ils seront dans la cour, ceux avec qui ils marcheront, ceux à qui ils obéiront. Roger Serna, 22 ans, est à Ironwood depuis 3 mois. Il est avec les Blancs. Arrêté une première fois à 18 ans pour une petite affaire de drogue, Serna a basculé dans la violence en agressant une de ses connaissances. Je suis en prison pour tentative de meurtre. Quelqu'un a voulu me balancer, alors j'ai pris les choses en main pour qu'il ne me balance plus jamais. Le tribunal a condamné Serna à 7 ans d'incarcération. Il est déterminé à ce que ce séjour en prison soit son dernier. C'est un cercle vicieux et il n'y a rien de bon dans ce cercle. Il mène qu'à 3 choses, la prison, l'asile et la mort. Si je brise pas ce cercle, je vais retourner en tôle après ma conditionnelle et y rester jusqu'à la quarantaine. Celui qui pourrait aider Serna à briser ce cercle vicieux est son compagnon de cellule, Jim White. White a été condamné à la perpétuité incompressible pour meurtre avec préméditation. Élevé dans le respect de l'instruction, White pense qu'elle peut détourner les détenus de la criminalité. Allez au boulot, vous avez vos livres? J'étais assis dans cette pièce et j'ai dit que j'avais un rêve. Ce rêve, c'était que 200 détenus étudient à la fac. Et tout le monde m'a rionné. Mes propres co-détenus m'ont rionné. Ils m'ont dit que je n'y arriverais jamais. Avec le soutien de la prison, White a établi un partenariat avec 2 centres universitaires et leurs administrations. Ensemble, ils ont créé un programme pour les détenus. Aux États-Unis, seuls 12 programmes de ce type existent. 7 ans plus tard, plus de 400 détenus d'Ironwood suivent un cursus universitaire. Et une fois dehors, peu de diplômés reviennent derrière les barreaux. Selon les chiffres du département correctionnel, ça coûte 42 800 $ d'entreposer un détenu. Car ce n'est que ça, de l'entreposage. Nous, on peut les instruire pour environ 800 $. Ils ont un taux de retour en prison de 73%, tandis que le mien est de 22%. Alors ce serait peut-être rentable au moins d'essayer ma méthode. Dans quelques semaines, 71 détenus, le plus grand nombre atteint à ce jour, recevront tous ensemble leur diplôme. White espère que Serna, son jeune compagnon de cellule, arrivera un jour au même résultat. Et Serna aussi. À la fac, je serai pas loin de l'âge de ceux qui terminent leur cycle. La plupart des jeunes commencent leurs études entre 17 et 19 ans. Moi, j'ai commencé la prison à cette période-là.
À mon âge, je pourrais être étudiant en fac. J'ai que 22 ans. Je serais sur le point d'obtenir un diplôme. Ça roulerait pour moi. J'ai passé les 3 dernières années de ma vie à l'université de l'ignorance. Maintenant, je veux m'en sortir. Aujourd'hui, Serna passe un test d'évaluation afin d'intégrer le programme. Ce test indiquera quel niveau d'anglais et de mathématiques vous avez et par où commencer. On est dans un environnement où c'est plus compliqué que simplement d'aller à l'école. Vous savez tous comment ça fonctionne ici. Ce ne sera pas facile et vous n'aurez aucun privilège parce que vous êtes en prison. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez vous prendre en main et faire votre maximum. Vous pouvez commencer, vous avez 45 minutes. Angoisse et prison vont de pair. Mais cette fois, les nerfs de Serna sont mis à vif d'une façon différente. Chaque test est assez stressant pour moi. Je ne sais jamais trop ce qu'on va me demander. À chaque fois, avant un test, on a les mains moites, on angoisse parce qu'on veut faire de son mieux, mais en même temps, on a la trouille. C'est une nouvelle situation à chaque fois. Serna envisage d'intégrer une classe d'essai pendant l'été. S'il passe, il s'inscrira à plein temps à l'automne. Mais même s'il intègre le programme à plein temps, il ne sera pas à l'abri de la violence. Par le passé, des étudiants ont été agressés par les gangs pour s'être mêlés à des étudiants d'autres races en dehors de la salle de classe. Et avec la chaleur de l'été, les tensions entre groupes vont s'exacerber. Le spécialiste des gangs Mike Smith a été alerté. Une bagarre a lieu dans la cour A. 3 membres d'un gang hispanique ont attaqué un membre d'un gang rival. Les gardiens ordonnent aux 200 détenus présents dans la cour de se mettre à terre. Puis ils menottent les agresseurs avant de les enfermer et de les interroger. Smith doit maintenant découvrir les causes de la bagarre avant que la violence ne s'étende. T'habitais où dehors? Fais voir ton dos. Je suis de Diamond Bar. Diamond Bar? Ouais. Dans les gangs hispaniques, la loi du silence règne vis-à-vis des étrangers. Depuis quand tu as ce tatouage? Depuis un moment. Où tu l'as fait faire? En prison? Non, dehors, je crois. À défaut de dialogue, Smith cherche ses informations ailleurs, sur leur peau. Sors par cette porte. Les tatouages, ça vaut des milliers de mots. Regarde l'objectif. Les tatouages, et en particulier ceux des gangs, vous disent d'où ils viennent, avec qui ils traînent, avec quel clique à l'intérieur du gang, peut-être même leur surnom ou le nom de leurs amis qui se sont fait tuer. Ça nous donne des infos sur le gang. Tu t'es fait tatouer ça dehors, tu dis? Ouais. Tu sais ce que ça signifie? Non. Pourquoi tu te fais tatouer si tu sais pas ce que ça veut dire? Il me plaisait, tout le monde avait le même. Chaque groupe ethnique et chaque gang arbore des motifs et des styles de tatouage bien spécifiques. Chez les Blancs, c'est généralement des crânes, des démons ou des dragons. Dans les tatouages des Noirs, on trouve beaucoup de surnoms et de noms de gangs. Chez les Hispaniques, on voit pas mal de tatouages aztèques. Différents symboles qui signifient différentes choses dans la culture aztèque et qui sont repris à leur compte par les gangs. À en croire Smith, les tatouages de ce détenu attestent sans équivoque de son appartenance à un gang mexicain, chose qu'il n'avouerait jamais à un gardien. Depuis quand tu es dans un gang? J'y suis pas. C'est une question d'habitude. Il faut lire les tatouages, lire les petits détails. Les identifier comme appartenant à un gang permettra à Smith de les avoir à l'œil, mais cela ne suffira peut-être pas à prévenir une émeute. Des dizaines de gangs se disputent le pouvoir à Ironwood, comme les Skinheads, les Bloods et les Crips. Les détenus doivent suivre les règles de leur race et de leur gang, sous peine de passage à tabac. Règle numéro 1. Quand un membre est menacé, tout le groupe doit répliquer. Ce vieux de la vieille en sait quelque chose. J'étais creep en rentrant. Et je le reste. Si t'es dans le gang, t'es mon pote. Tu viens pousser de la fonte? Je te laisserai pas te battre tout seul.
Si tu t'embrouilles avec quelqu'un, on s'y mettra tous. C'est un milieu violent ici. Donovan Green dit qu'il est entré dans les Crips quand il avait 11 ans. Ça va, mon pote? Dans notre milieu, faut se faire respecter. Et moi, je l'ai fait par la violence. Il purge une peine de 15 ans pour vol à main armée. Avant cela, il avait déjà plongé pour carjacking. J'avais le pouvoir de vie et de mort. Donne-moi ce que je veux ou disparais. On se sent puissant à ce moment-là. C'était excitant. On a un sentiment de puissance, on est intouchable dans ces moments-là. Mais à présent, Green cherche la puissance ailleurs, dans l'instruction. Il a intégré le programme universitaire d'Ironwood. J'en ai vu un paquet venir, et Green en faisait partie, qui était un peu douteux. Lui, il était en cheville avec de la racaille, des gars qui étaient dans des embrouilles. Et puis tout à coup, le voilà qui ouvre un livre, qui s'inscrit à un cours de fac et qui s'en tire bien. Ensuite, il a voulu passer à plein temps. Bingo! Ça lui a ouvert les yeux. Ce qui motive Green, prouver à sa fille Eva qu'il peut inverser le cours de sa vie. C'est mon trésor. Je l'aime à en crever. J'aurais aimé être là. Pendant toutes ces années, j'aurais aimé voir mon bébé devenir la jeune femme qu'elle est. Après des années d'études, Green pourrait franchir une étape majeure dans tout juste 2 semaines, l'obtention de son diplôme. Il vise un diplôme de commerce et espère voir sa fille Eva pour la première fois depuis plus de 10 ans. Mais quelque chose pourrait lui barrer la route. Il reste un Crip, et le code d'honneur des prisonniers l'oblige à se battre si on le lui demande. En prison, n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Et si ça arrive, il y a encore des choses qu'on attend de moi en tant que prisonnier. Je le sais. Et Green a une propension à la violence qui pourrait tout mettre en péril. Il y a quelques années, dans une autre prison, Green a grièvement blessé son compagnon de cellule pour l'avoir menacé verbalement. J'ai fait demi-tour, j'ai ouvert la cellule, je savais qu'il était là. Et je l'ai attaqué immédiatement. Je l'ai attaqué, je l'ai cogné, je l'ai laté. La cellule ressemblait à un abattoir, il y avait des flaques de sang par terre, sur les murs. J'ai essayé de nettoyer le sang et ils sont venus, ils m'ont menotté et ils m'ont emmené. Il a été à l'hosto et moi au mitard. Une dent lui a transpercé la lèvre, alors il est marqué à vie. À chaque fois qu'il se regardera dans le miroir, il me verra. À présent, Green veut éviter les ennuis. Mais dans cette prison, ce sont parfois les ennuis qui viennent vous trouver. Les ennuis peuvent venir de n'importe quoi. Ça peut être un gars qui te bouscule, quelqu'un qui te dit un truc pas bien, et ça met le feu aux poudres. Il suffit d'une étincelle et c'est parti. Car ce n'est pas la fac ici, c'est la prison. Et la vie en prison ne garantit rien. Ni l'éducation, ni la sécurité, et encore moins la paix. Au centre éducatif de la prison, Roger Serna vient chercher les résultats de son test d'évaluation. Excusez-moi, Monsieur White. Je viens voir les résultats du test. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en compréhension de lecture, tu t'en es très bien tiré. Ça te place en anglais 96, le cours d'amélioration de l'écriture. D'accord. Bon. En arithmétique, tu t'es planté. Donc, on va te mettre en maths 81, le cours d'arithmétique fondamentale. En fait, c'est des bases d'algèbre. La mauvaise nouvelle, c'est que si tu bosses pas bien, tu auras affaire à ton compagnon de cellule. Moi. Merci. Ne me remercie pas maintenant. Tu me remercieras en ayant ton diplôme. Votre attention, passage des livres de l'université. Allez, Lou, on est en retard, faut se dépêcher. Serna, tes livres. Sociologie 101. Demain, Serna commence son cursus de l'été. Je te le passe sous la porte. Aujourd'hui, il reçoit son manuel. T'es prêt à te mettre au boulot?
T'as intérêt à décrocher un A. Monsieur White attend beaucoup de toi. Très bien. Le travail qui l'attend est capital. S'il réussit ce cours, il pourra étudier à plein temps. S'il échoue, c'est fini. Cerna peut finir soit comme un criminel de carrière, soit comme un membre productif de la société. Il est à un tournant de sa vie. Mais en tant que jeune détenu, Cerna pourrait se heurter à l'opposition des membres de son groupe racial, ce qui entraverait ses chances de réussite. Ce n'est pas une règle écrite, mais il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ce programme d'instruction d'un très bon œil. A-t-il été obligé de demander une permission? Non. Mais croyez-moi, quand un gars débarque en disant « Hey, je veux étudier », il y a des gens pour critiquer ce choix. Ils vont lui demander pourquoi il fait ça. Et en prison, quand on vous questionne, ça vous met à cran. Et à Ironwood, tout le monde est à cran. À mesure que la température monte, les esprits s'échauffent. Le vendredi 1er juin, la violence éclate. Plus d'une douzaine de membres des Crips et des Bloods s'affrontent dans la cour B. En l'espace de quelques minutes, 145 détenus sont sur le champ de bataille. Les gardiens auront besoin de 5 chargeurs de balles en caoutchouc, 3 bombes lacrymogènes et 8 grenades lacrymogènes pour reprendre le contrôle de la situation. Nous sommes le 1er juin 2007. On a une émeute en B2. Détenu Martinez de la cellule 203. Tu vois sa blessure? Ouais. Détenu Martin de la 103. Détenu Gaétan de la 204. Et on a monsieur Pascasio de la cellule 140. C'est qui, lui? Valencia? 230? Tu vois les staphylades? Détenu Valencia de la 230. Les armes des détenus, tout ce qui se trouvait à portée de main. Des chaises, des balais, une canne et même 2 couteaux bricolés. L'émeute a mis à cran la gardienne chevronnée Sue Smith, une des premières sur les lieux. Parfois, votre cœur s'emballe tellement que vous l'entendez. Ça flanque la frousse. Les détenus se battaient entre eux, mais il y a toujours un risque qu'ils s'en prennent à nous. Le lendemain matin, Sue Smith réunit son équipe pour faire un point. Cette émeute pourrait être le point de départ d'une vague de violence s'ils n'arrivent pas à en identifier la cause. Smith était dans la cour quand elle a vu la première attaque se produire. Vers 8h15, il y avait environ 70 détenus noirs qui se battaient devant B3 et B4. Au même moment, l'unité B2 a demandé de l'aide par radio. Des détenus se battaient dans la salle commune. On a sollicité un protocole de code 3. Il y a eu fermeture des portes et tout le personnel disponible est venu ici. Quelles que soient les informations que vous pourrez obtenir des détenus, faites-les-moi parvenir. Il faut qu'on reconstruise le puzzle. Le personnel transfère les émeutiers les plus violents dans une unité d'isolement, la ségrégation administrative. Mais en raison du surpeuplement de la prison, cette unité est déjà pleine. Les gardiens doivent donc les emmener dans des cellules ordinaires qui seront transformées en quartiers de ségrégation administrative. On est en train de nettoyer des cellules ordinaires parce que l'unité de ségrégation administrative est déjà remplie. On s'assure qu'il n'y a ni contrebande, ni armes, ni rien de ce genre. Il faut que ce soit nickel avant que les détenus arrivent. Bouche, oreille, scrotum. Les gardiens soumettent les détenus à une fouille corporelle. Les prisonniers s'accroupissent et toussent pour montrer qu'ils n'ont pas caché d'armes en eux. S'accroupir et tousser avec un couteau dans la cavité anale pourrait causer de graves blessures. Pour l'attribution des cellules, les gardiens prennent soin de séparer les races et les gangs rivaux. On peut te mettre dans une cellule avec eux? Ouais, n'importe lequel, on est ensemble. Il n'y aura pas de problème. Entendu.
Dans le bureau de la brigade d'investigation, Mike Smith essaie de comprendre ce qui a causé l'émeute. Je vous appelle pour savoir si vous avez eu des soucis avec les Crips et les Bloods. On a eu un incident ici. Mon patron m'a demandé d'appeler pour savoir si ça se passait dans tout l'État ou seulement chez nous. Smith sait que les prisonniers suivent des règles de race et de gang strictes, ce qu'il nomme la politique. Sous couvert d'anonymat, ce détenu a accepté de révéler ses règles. Aux yeux de son gang, ce qu'il s'apprête à faire s'apparente à balancer. Il le tuerait pour cela. C'est la politique qui décide. Tu décides pas toi-même des règles. Les règles sont déjà établies. Et t'as intérêt à les suivre. Si tu les enfreins, t'es fini. Quand il se passe un truc, je regarde si ma race est dans le coup. Si un gars de ma race se coltine avec un autre, c'est automatique, j'y vais. Il faut que j'y aille et que je fasse morfler quelqu'un. Il n'y a pas de 1 contre 1 avec nous. Si un de nous se bat, on se bat tous. Tu restes pas assis à regarder un des tiens se battre avec une autre race. C'est pas comme ça que ça marche. S'il y en a un qui s'y met, tout le monde s'y met. C'est comme ça. Dans tout le bâtiment B, le confinement a été décrété. Les détenus restent dans leur cellule 24 heures sur 24. Ils ne sortent qu'une fois toutes les 72 heures pour prendre une douche. Ils ne sortent même pas pour les repas. Il est 12h30, l'heure du déjeuner. Le lieutenant Smith donne leur repas aux détenus à leur porte. Avec 2 hommes coincés ensemble par cellule, les esprits s'échauffent. Tu veux faire du sport, tu fais du sport dans ta cellule. Tu veux te laver le cul, tu te laves le cul dans ta cellule. Si t'as la dalle, t'as intérêt à avoir à bouffer dans ta cellule. Parce qu'il n'y a que dalle dans les plateaux qu'ils t'apportent. C'est ça le confinement. Le confinement est censé rendre Ironwood moins dangereux. Mais plus il dure, plus les détenus deviennent enragés. On vit en gang. Pour ajouter encore un peu de tension, des rumeurs de vengeance circulent de cellule en cellule. La prison fait sortir des détenus de race qui n'ont pas été impliqués dans l'émeute pour accomplir les tâches quotidiennes. Mais ils mènent aussi leurs propres petites affaires. Ils font passer les choses qu'ils ont à faire passer. Ça peut être des armes, de la drogue, des lettres. Et ils font passer ça de cellule en cellule, de bloc en bloc. Partout où il faut que ça aille. En retour, ils se font payer. Certains d'entre eux colportent des rumeurs à travers toute la prison. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des gars qui travaillent. Ils se baladent et ils racontent des histoires de bâtiment en bâtiment. Et quand toutes les races vont sortir, personne ne saura la vérité. Parce qu'il y aura eu plein de versions différentes de ce qui s'est passé. Quand on sera dans la cour, vous allez avoir une mêlée monstre à cause d'un truc faux. Quand tout le monde va sortir, ça va être de la folie. Une extension de la violence aux autres unités mettrait en péril la remise des diplômes. Hé, l'artiste! Green! J'ai un truc pour toi! Dans l'unité D, Donovan Green reste positif. Ses notes sont bonnes, il a été reçu, il va pouvoir recevoir son diplôme. C'est bon? Ouais, Bien joué. merci. Tous les autres savaient que j'avais le potentiel. Moi, je faisais n'importe quoi. J'ai jamais été un nul non plus, mais bon. Je suis vraiment fier de moi. Je me demande pourquoi j'ai pas toujours fait ça. Je vais en faire des copies. Une pour ma fille, une pour ma mère, une pour mon père. Il y a aussi ma grand-mère, mes tantes. Mais Jim White sait qu'il est encore trop tôt pour se réjouir. Si la guerre entre les Crips et les Bloods atteint le bloc de Green, son appartenance à un gang l'obligera à se battre.
et le moindre incident violent pourrait lui coûter son diplôme. Il y a 3 ans, on a eu un gros incident et j'ai perdu 40 gars en une seule nuit. 40. Green pourrait très bien, à cause d'un incident quelconque, se retrouver au mauvais endroit alors que sa famille se prépare à venir le voir recevoir son diplôme. Le risque, c'est la perte du diplôme pour non-enregistrement, ce qui ne serait pas de leur faute. Après tous les obstacles qu'ils ont dû surmonter, ils n'ont aucun contrôle sur celui-là. Et Green risque davantage qu'un diplôme. Sa crédibilité vis-à-vis de sa fille repose sur sa réussite dans les études. Voilà mon bébé. Elle avait 2 ans quand je suis parti. C'est mon mini-moi. C'est mon trésor. Je l'aime à en crever. Je lui envoie mes relevés de notes, mes diplômes. Je corresponds sans arrêt avec elle. Et je lui dis, si tu te conduis mal quand je rentrerai à la maison, ça passera pas. S'il évite les ennuis, Green sera libéré l'an prochain. Mais il sait qu'il pourrait être entraîné dans la violence, même contre sa volonté. Je suis en permanence sur le fil du rasoir. À n'importe quel moment, n'importe quoi peut arriver. Ça foutrait en l'air tout ce que j'essaie de faire, mais ces choses sont nécessaires pour survivre. Alors chaque jour, je prie et j'espère que je pourrai passer la journée sans pépin. Passer la journée, fermer la porte, une journée de plus derrière moi, je suis un jour plus proche de la sortie. Avec la remise des diplômes dans quelques jours, Green essaie de faire profil bas et croise les doigts pour que rien ne vienne lui barrer la route. Au lendemain de l'émeute de l'unité B, les gardiens d'Ironwood se préparent à la prochaine vague de violence. L'endroit le plus dangereux, la salle de gym. Sans cellule pour séparer les détenus, une simple bagarre se transformerait rapidement en une guerre impliquant 120 hommes. Pour maintenir le calme, les détenus ont créé leurs propres frontières. Elles sont invisibles, mais les franchir peut coûter la vie. Dans cette salle, on est séparés par race. Les 3 premiers lavabos, c'est pour les Noirs. Les 4 derniers, c'est pour les Hispaniques et les Blancs. Ensuite, il y a les toilettes. De ce côté, c'est pour les Hispaniques et les Blancs. Là, c'est pour nous. Là, c'est les douches. Les Hispaniques et les Blancs sont dans celle-là, et là, c'est les nôtres. Une autre règle, c'est de ne pas marcher au milieu des couchettes. Une émeute pourrait partir à cause de ça. C'est un manque de respect. À chaque fois qu'il y a une émeute, c'est ici que ça commence. Ces règles tacites qui régissent la vie dans la salle de gym, Roger Serna va devoir les apprendre rapidement, car il vit ici maintenant. Il a été transféré dans la salle de gym pour que sa cellule soit donnée à un nouvel arrivant. Quand j'ai appris qu'on me transférait dans la salle de gym, j'ai eu la haine. Je voulais tout casser. J'ai tout essayé pour ne pas y aller. J'ai fait appeler le sergent, j'ai demandé à parler au conseiller. Quand ils ont dit à Serna qu'il déménageait là-bas, il a carrément craqué. Je dirais que sa colère est venue du fait qu'il avait enfin pris la décision de faire des choses positives. Et puis, sans qu'il puisse rien y faire, quelqu'un lui a coupé l'herbe sous le pied. Le moment du transfert n'aurait pas pu tomber plus mal. L'avenir de Serna dans le programme universitaire dépend en effet de sa réussite durant l'été. Mais la salle de gym, bondée et bruyante, est loin d'être idéale pour étudier. Malgré tout, il reste déterminé. À chaque fois qu'on parlait études, mon codétenu, M. White, me disait « Tu t'en tires bien, je me fais pas de soucis ». Et je l'ai entendu me dire ça tellement de fois que quand je me mets à étudier, qu'il soit là ou pas, j'entends sa voix me dire « Tu t'en tires bien, te fais pas de soucis ». Je souris intérieurement et je me remets à bûcher. Mais White craint que Serna se fasse happer par la politique raciale. Je ne suis plus là pour garder un œil sur lui. C'est un jeune gars impressionnable. Et les gens susceptibles de faire impression sur lui, c'est pas vraiment le gratin.
Dans la salle de gym, il y a beaucoup de bagarres. Entouré de races et de gangs rivaux, Serna a plus à craindre que de mauvaises notes. C'est de la folie, cette salle. Il s'y passe des trucs. C'est une poudrière. Voilà ce que c'est. C'est l'endroit idéal pour que des problèmes éclatent. Mike Smith fait de son mieux pour prévenir de nouvelles violences. Pour cela, il doit déterminer la cause de l'émeute survenue dans l'unité B. Il cherche des indices dans le courrier des détenus. On lit leur courrier parce que c'est notre meilleure source d'information. Les détenus ont besoin de communiquer avec l'extérieur. Avec le confinement, ils ne peuvent pas utiliser le téléphone, alors ils écrivent. Avec un peu de chance, on trouvera des indices sur ce qui s'est passé. L'émeute pourrait avoir été causée par un deal de drogue ayant mal tourné. La drogue nourrit la prospère économie souterraine d'Ironwood et attise les luttes entre gangs rivaux. Voilà différentes drogues qu'on a saisies à Ironwood. Il y a une différence entre la valeur ici et dehors. Là, on a 54,96 g de marijuana. Valeur dans la rue entre 1500 et 1600 dollars. Valeur en prison, 8640 dollars. Là, on a de l'héroïne Black Tar. Valeur dans la rue, 6000 dollars. Valeur en prison, environ 14 000 dollars. Dans la rue, un shoot d'héroïne vaut dans les 5 dollars. En prison, c'est 50 dollars. Pareil avec la meth. Il y a beaucoup d'argent à faire dans le trafic de drogue. Les détenus ont des méthodes ingénieuses pour faire passer les narcotiques. Même une anodine boîte de thon peut se transformer en cache pour la drogue. À l'extérieur, une famille a enlevé le papier avec la marque, percé un trou dans le côté, extrait le thon et son jus. Ils ont placé les paquets à l'intérieur avec de l'huile. Ils sont arrivés au poids exact de la boîte de thon et ils l'ont recellé. Leur mission, c'est de nous avoir. Et notre mission, c'est de les avoir. À la brigade d'investigation, les gardiens parcourent les lettres à la recherche de références à la drogue ou aux querelles entre gangs. Des centaines de lettres ont été écrites dans les quelques jours qui ont suivi l'émeute. Je tiens quelque chose. C'est une lettre d'un crip influent. Ça dit « On est en confinement pour des conneries. À cause d'un négro à la con, je me suis fait choper. Le petit fumier de BPS a franchi la ligne avec les pouces vers le bas, frappé sur son visage. Les pouces vers le bas. Les pouces vers le bas, frappé sur son visage. Je pige pas. C'est un indice déroutant, mais il n'est pas totalement dénué de sens pour Smith. Il sait que les pouces en l'air sont un signe crip. Les pouces vers le bas, frappé sur son visage. Smith et son lieutenant étudient une carte montrant l'emplacement des acteurs clés de l'émeute. Ça a démarré entre Bravo 3 et Bravo 4. Les Bloods sont en rouge, les Crips en bleu. C'est un problème entre Crips et Bloods. Un Blood qui vient d'arriver à Ironwood a été mêlé de près à l'incident. Smith a l'intuition que l'indice des pouces baissés, quoi qu'il signifie, a quelque chose à voir avec lui. Le meilleur moyen d'en avoir le cœur net, c'est de fouiller sa cellule. Prendre un détenu au dépourvu peut être dangereux, surtout quand les prisonniers sont confinés depuis 16 jours. Faut que je sorte de là, mec. Il ne sera peut-être pas d'humeur à coopérer. Le confinement, ça rigole pas. Les gardiens planifient donc chacun de leurs gestes. On opère rapidement, comme d'habitude. Pensez à votre sécurité en arrivant à cette porte. On ne sait jamais ce qui nous attend derrière, d'accord ? Les agents se préparent avant d'entrer en force. Vous êtes prêts ? On y va. Mike Smith et son équipe font irruption dans le bâtiment B.
Ils envahissent la cellule du suspect à la recherche de liens avec l'émeute. Debout. Recule doucement. Les gardiens commencent par faire sortir le co-détenu du suspect. Reste sur le lit, bouge pas. Smith peut ensuite se concentrer sur sa cible. Le nouveau détenu qu'il soupçonne d'avoir mis le feu aux poudres. C'est un membre des Bloods, les ennemis jurés des Crips. Le suspect refuse que son visage apparaisse à l'écran. Mais Smith, lui, peut le regarder à loisir. Et d'emblée, un tatouage qu'il arbore sur la joue lui apporte toutes les preuves dont il a besoin. Il s'agit d'un pouce vers le bas, comme il en était question dans la lettre. On a sorti ce détenu de sa cellule, et j'ai immédiatement vu un tatouage sur sa joue avec les pouces vers le bas. Là, j'ai compris le sens de la lettre. Le tatouage se moque du symbole Crip des pouces en l'air. La bagarre est partie de là. Mais dans la cour surpeuplée d'Ironwood, elle s'est rapidement transformée en guerre. Il y a eu un problème d'offense entre deux bandes. Une bande de Crips et une bande de Bloods. Les pouces en l'air, c'est un signe Crip. Les pouces vers le bas, c'est un signe d'offense. On pense que l'émeute est partie de là. Maintenant que la cause de l'émeute a été identifiée, le personnel peut ouvrir les cellules. Après des semaines de confinement, il était grand temps pour les détenus. Pour Donovan Green, cela signifie que la remise des diplômes aura bien lieu. Mais avant, il y a beaucoup à faire. 5 heures du matin, les équipes de détenus peignent, nettoient et repassent les toges. 7h30, le personnel accroche les bannières, décore Mettez ça dans le coin. et dispose les diplômes. Ta mère va être fière de toi. Je suis très nerveux, j'ai l'estomac serré. Ça y est, on y est, c'est pour aujourd'hui. J'ai travaillé dur et je vais enfin être récompensé. Gardez bien les yeux ouverts parce que ça n'arrive qu'une fois. Pour moi, ce sont tous mes enfants. Je n'aime pas assister aux remises de diplômes. Ce n'est pas que j'ai honte d'eux, mais c'est leur grand jour. Nous avons fait du bon boulot. Je dis nous parce que je travaille avec une super équipe. Que des détenus, pas de gardiens. J'ai une super équipe et je suis très fier d'eux. À 8 heures, les familles des détenus commencent à arriver. Je n'ai pas vu ma fille depuis 11 ans et ma mère depuis 5 ans. Pour être franc, c'est presque mieux que le diplôme. L'idée de les voir, de les serrer dans mes bras, c'est indescriptible. Je suis sur un petit nuage. Je suis envahi par l'émotion, mais je me sens vraiment bien. Le grand moment est arrivé. On y est. Ouais, c'est l'heure. Vous êtes prêts? En entrant, Green aperçoit sa fille pour la première fois depuis 11 ans. La gardienne Debra Dexter accueille les diplômés et les visiteurs. Je suis très fière. Je vous remercie d'être venu pour soutenir et rendre hommage à ces hommes qui ont surmonté de nombreux obstacles pour être ici aujourd'hui. Ces hommes sont tous des criminels. Mais aujourd'hui, c'est aux diplômés de l'université que l'on rend honneur. Order, arms, side, face, forward, march. Donovan et Green, diplômés en études de commerce. C'est mon bébé!
maintenant, le moment que tout le monde attend. J'ai la joie de vous présenter la promotion 2007. Et maintenant, la vraie récompense de tout ce travail. Mon bébé, tu m'as manqué. Comment ça va? Bien, très bien. C'est le paradis. Mon bébé est là. J'attendais ce moment depuis longtemps, ça éclipse tout le reste. Je te donne le mien, et toi tu me donneras le tien. Va falloir travailler. Je suis vraiment contente pour lui. Maintenant, il peut se consacrer à ça au lieu de faire de mauvaises choses. Tout ce que je veux dire, c'est bien joué, papa. C'est un nouveau départ. Votre attention, s'il vous plaît. La visite est maintenant terminée. Il est l'heure de se dire au revoir. Je t'aime, Trésor. Je t'aime encore plus. On peut t'emmener avec nous? J'aimerais bien. La cérémonie a offert à Green et aux autres détenus un bref répit dans leur vie carcérale. Je t'aime. Mais à présent, ils reviennent à la réalité. Une vie peuplée de fouilles corporelles et de détecteurs de métaux. Ces diplômés restent des prisonniers avant tout. Et ils sont traités comme tels. C'est la fin d'un chapitre pour Green, mais le début d'une toute nouvelle vie. Je suis vraiment fier de ce que j'ai accompli, de l'homme que je suis devenu par rapport à celui que j'étais. Si tout se passe bien, Green sera libéré d'ici moins d'1 an. Dans la salle de gym, l'avenir de Roger Serna est beaucoup moins radieux. Il n'est ici que depuis 1 semaine et il passe déjà plus de temps avec ses frères de race qu'avec ses livres. Vivre dans cette salle, c'est comme vivre dans une étable. Il y a des gens debout à n'importe quelle heure. C'est bruyant la majorité du temps et souvent je contribue moi-même au bruit. Tu discutes avec des gars, tu lances une partie de cartes, on tue le temps, quoi. Même s'il réussit son cursus d'été, il se demande s'il pourra gérer les études à plein temps à l'automne. En ce moment, je ne suis qu'un cours, mais à l'automne, je vais passer à 5 cours. Il faudra que je me secoue pour arriver à étudier. Jim White doute que Serna puisse réussir en restant dans la salle de gym. C'est impossible qu'il réussisse dans ses 5 cours et ses 60 UV tout en étant dans la salle de gym. C'est pas une question de personne. C'est impossible. Ce transfert dans la salle de gym risque d'avoir un gros impact sur le reste de sa vie. La situation de Serna est difficile, mais il ne baisse pas les bras. En dépit des circonstances, il continue de croire en ses chances de succès. Quand je me regarde dans la glace, je m'imagine en tenue pour la cérémonie de remise. Ça peut paraître idiot, mais j'y crois. Si je m'y mets à fond, j'y arriverai. Ce sera le pied. Je sauterai dans tous les sens et je crierai ma joie à m'en décrocher les poumons. Mais pour l'heure, Serna est encore un détenu, dans un environnement écrasé de chaleur, surpeuplé et violent. Il est entouré de prisonniers, de gangs et d'étudiants qui purgent leur peine dans la prison d'État d'Ironwood.
Cette prison surpeuplée est une poudrière. Un endroit où tueurs, braqueurs et violeurs se disputent l'espace. Et où la violence se transforme rapidement en émeute de grande ampleur. Je vis ce cauchemar tous les jours. Certains détenus tentent de s'échapper de cet univers en faisant des études universitaires. Mais dans cette prison, étudier ne les met pas à l'abri. Je dois déjà survivre avant de penser au diplôme. Le danger est partout autour de vous. C'est une poudrière. Voilà ce que c'est. Restez à l'école, parce qu'ici, ça rigole pas. Bienvenue à la prison d'État d'Ironwood. La prison d'État d'Ironwood, à Blythe, en Californie. Plantée dans le désert de Californie du Sud, Ironwood est isolée, écrasée de chaleur et dangereusement surpeuplée. De nouveaux prisonniers viennent d'arriver, par dizaines. Avec davantage de détenus que de cellules, cette prison est au bord de l'explosion. 2 par 2, sortez pour la photo. Après, vous revenez. Conçu pour abriter 2200 prisonniers, Ironwood en accueille 4700. On vit en gang. Les 4 secteurs de la prison accueillent donc une population 2 fois supérieure à leur capacité, et les prisonniers s'agglutinent dans les cours pendant la promenade. Surpeuplement égale violence. Il est 11 h du matin et le lieutenant Sue Smith patrouille parmi plus de 400 détenus. Enlève-moi ce bandeau. Les crimes qui les ont amenés ici vont des coups et blessures aux meurtres multiples. Et de la vie des gardiens, les entasser ensemble ne fait que les rendre plus hostiles. Les prisonniers se regroupent selon leur appartenance ethnique, blanc, noir, hispanique et autres. Ces groupes raciaux se subdivisent en gangs qui possèdent une longue histoire de conflits. Mais dans cette prison surpeuplée, les ennemis jurés sont contraints de se côtoyer. De nombreux gangs vendent de la drogue, clé de voûte de l'économie souterraine de la prison. Des querelles surviennent chaque semaine. Je sais de quoi ils sont capables. Je connais le potentiel de ces gars. Ils font de la muscu toute la journée. Ils sont affûtés, ils sont forts et ils se battront jusqu'à la mort. L'été dernier, des émeutes ont éclaté de façon sporadique pendant des semaines. Centre de contrôle. J'ai 6 blacks ici. Il me faut un protocole code 1. J'ai vu des détenus poignardés dans le cou, des gorges tranchées, des coups de couteau multiples, des détenus démolis à poings nus. J'ai vu la mort. Ces détenus sont toujours prêts à se battre. Et le lieutenant Smith monte la garde pour stopper la prochaine émeute avant qu'elle ne débute. J'ai des infos comme quoi on va avoir des problèmes dans cette cour. C'est imminent. Ce sera peut-être aujourd'hui, demain ou le jour d'après, mais c'est pour très bientôt. Tu vois ce gars là-bas? Je veux savoir qui c'est. Il vient de me pointer du doigt. N'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Au moment même où je vous parle, ça pourrait partir. Alignez-vous! La possibilité d'une émeute est toujours dans un coin de ma tête quand je suis dans la cour. T'as un truc pointu dans les poches? Ils n'ont pas le choix. Question de survie. Mais à Ironwood, il existe des lieux encore plus dangereux que la cour. Les salles de gym. Il y en a une pour chaque cour. Elles accueillent 120 détenus agglutinés les uns sur les autres. Et seulement 3 gardiens pour faire régner l'ordre. Cette prison est tellement surpeuplée que les salles de gym des 4 cours ont été converties en unités de logement. Tu veux bien mettre un pantalon? Je me changeais. Tu es censé porter un pantalon. Travailler dans les salles de gym est très dangereux pour les gardiens, parce que les locaux sont exigus et 120 détenus s'y entassent. Quand on passe entre les couchettes, n'importe quoi pourrait se produire. Attention, messieurs.
Il ne faut jamais baisser sa garde, surtout pas dans les salles de gym, car les détenus sont très proches de vous. T'as pas entendu le maton arriver? Ces 550 mètres carrés abritent des criminels et des gangs rivaux entassés ici sans cellules pour les séparer. Et quand la violence éclatera, ils seront prêts. Ils s'équipent d'armes rudimentaires et mortelles. Le gardien Michael Smith et la brigade d'investigation en ont récolté des centaines. Ici, on a différentes armes trouvées à Ironwood au fil des années. Elles vous montrent à quel point ces gars sont ingénieux lorsqu'il s'agit de fabriquer des armes au sein de la prison. Celle-ci est intéressante, on appelle ça la carotte. C'est une brosse à dents limée en pointe. Elle était plantée dans le sol. Elle est entourée d'herbes pour qu'on la confonde avec les mauvaises herbes de la cour. Les détenus qui les fabriquent savent où elles sont, mais elles n'ont l'air de rien dans le sol. Et si une émeute ou quelque chose d'imprévu se passe, ils peuvent s'en saisir rapidement. Ils vont dans le secteur en question, ils trouvent leurs mauvaises herbes et ils sont armés. Parmi les plus dangereuses, il y a ce qu'on appelle les broyeurs d'eau. Ce sont de grosses armes en métal. Elles provoquent de graves perforations. Il y a aussi ce genre de petits tomahawks. Ils causent de grosses coupures ou des incisions très graves. Ils sont faits avec des lames de rasoir. Ces armes ne sont pas destinées qu'aux ennemis. Les groupes raciaux et les gangs s'en prennent à leurs membres qui ne respectent pas les règles. Les nouveaux sont vite mis au parfum. La race détermine ceux avec qui ils seront dans la cour, ceux avec qui ils marcheront, ceux à qui ils obéiront. Roger Serna, 22 ans, est à Ironwood depuis 3 mois. Il est avec les Blancs. Arrêté une première fois à 18 ans pour une petite affaire de drogue, Serna a basculé dans la violence en agressant une de ses connaissances. Je suis en prison pour tentative de meurtre. Quelqu'un a voulu me balancer, alors j'ai pris les choses en main pour qu'il ne me balance plus jamais. Le tribunal a condamné Serna à 7 ans d'incarcération. Il est déterminé à ce que ce séjour en prison soit son dernier. C'est un cercle vicieux et il n'y a rien de bon dans ce cercle. Il mène qu'à 3 choses, la prison, l'asile et la mort. Si je brise pas ce cercle, je vais retourner en tôle après ma conditionnelle et y rester jusqu'à la quarantaine. Celui qui pourrait aider Serna à briser ce cercle vicieux est son compagnon de cellule, Jim White. White a été condamné à la perpétuité incompressible pour meurtre avec préméditation. Élevé dans le respect de l'instruction, White pense qu'elle peut détourner les détenus de la criminalité. Allez au boulot, vous avez vos livres? J'étais assis dans cette pièce et j'ai dit que j'avais un rêve. Ce rêve, c'était que 200 détenus étudient à la fac. Et tout le monde m'a rionné. Mes propres co-détenus m'ont rionné. Ils m'ont dit que je n'y arriverais jamais. Avec le soutien de la prison, White a établi un partenariat avec 2 centres universitaires et leurs administrations. Ensemble, ils ont créé un programme pour les détenus. Aux États-Unis, seuls 12 programmes de ce type existent. 7 ans plus tard, plus de 400 détenus d'Ironwood suivent un cursus universitaire. Et une fois dehors, peu de diplômés reviennent derrière les barreaux. Selon les chiffres du département correctionnel, ça coûte 42 800 $ d'entreposer un détenu. Car ce n'est que ça, de l'entreposage. Nous, on peut les instruire pour environ 800 $. Ils ont un taux de retour en prison de 73%, tandis que le mien est de 22%. Alors ce serait peut-être rentable au moins d'essayer ma méthode. Dans quelques semaines, 71 détenus, le plus grand nombre atteint à ce jour, recevront tous ensemble leur diplôme. White espère que Serna, son jeune compagnon de cellule, arrivera un jour au même résultat. Et Serna aussi. À la fac, je ne serai pas loin de l'âge de ceux qui terminent leur cycle. La plupart des jeunes commencent leurs études entre 17 et 19 ans. Moi, j'ai commencé la prison à cette période-là.
À mon âge, je pourrais être étudiant en fac. J'ai que 22 ans. Je serais sur le point d'obtenir un diplôme. Ça roulerait pour moi. J'ai passé les 3 dernières années de ma vie à l'université de l'ignorance. Maintenant, je veux m'en sortir. Aujourd'hui, Serna passe un test d'évaluation afin d'intégrer le programme. Ce test indiquera quel niveau d'anglais et de mathématiques vous avez et par où commencer. On est dans un environnement où c'est plus compliqué que simplement d'aller à l'école. Vous savez tous comment ça fonctionne ici. Ce ne sera pas facile et vous n'aurez aucun privilège parce que vous êtes en prison. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez vous prendre en main et faire votre maximum. Vous pouvez commencer, vous avez 45 minutes. Angoisse et prison vont de pair. Mais cette fois, les nerfs de Serna sont mis à vif d'une façon différente. Chaque test est assez stressant pour moi. Je sais jamais trop ce qu'on va me demander. À chaque fois, avant un test, on a les mains moites, on angoisse parce qu'on veut faire de son mieux, mais en même temps, on a la trouille. C'est une nouvelle situation à chaque fois. Serna envisage d'intégrer une classe d'essai pendant l'été. S'il passe, il s'inscrira à plein temps à l'automne. Mais même s'il intègre le programme à plein temps, il ne sera pas à l'abri de la violence. Par le passé, des étudiants ont été agressés par les gangs pour s'être mêlés à des étudiants d'autres races en dehors de la salle de classe. Et avec la chaleur de l'été, les tensions entre groupes vont s'exacerber. Le spécialiste des gangs Mike Smith a été alerté. Une bagarre a lieu dans la cour A. 3 membres d'un gang hispanique ont attaqué un membre d'un gang rival. Les gardiens ordonnent aux 200 détenus présents dans la cour de se mettre à terre. Puis ils menottent les agresseurs avant de les enfermer et de les interroger. Smith doit maintenant découvrir les causes de la bagarre avant que la violence ne s'étende. T'habitais où dehors? Fais voir ton dos. Je suis de Diamond Bar. Diamond Bar? Ouais. Dans les gangs hispaniques, la loi du silence règne vis-à-vis des étrangers. Depuis quand tu as ce tatouage? Depuis un moment. Où tu l'as fait faire? En prison? Non, dehors, je crois. À défaut de dialogue, Smith cherche ses informations ailleurs, sur leur peau. Sors par cette porte. Les tatouages, ça vaut des milliers de mots. Regarde l'objectif. Les tatouages, et en particulier ceux des gangs, vous disent d'où ils viennent, avec qui ils traînent, avec quel clique à l'intérieur du gang, peut-être même leur surnom ou le nom de leurs amis qui se sont fait tuer. Ça nous donne des infos sur le gang. Tu t'es fait tatouer ça dehors, tu dis? Ouais. Tu sais ce que ça signifie? Non. Pourquoi tu te fais tatouer si tu sais pas ce que ça veut dire? Il me plaisait, tout le monde avait le même. Chaque groupe ethnique et chaque gang arbore des motifs et des styles de tatouage bien spécifiques. Chez les Blancs, c'est généralement des crânes, des démons ou des dragons. Dans les tatouages des Noirs, on trouve beaucoup de surnoms et de noms de gangs. Chez les Hispaniques, on voit pas mal de tatouages aztèques. Différents symboles qui signifient différentes choses dans la culture aztèque et qui sont repris à leur compte par les gangs. À en croire Smith, les tatouages de ce détenu attestent sans équivoque de son appartenance à un gang mexicain, chose qu'il n'avouerait jamais à un gardien. Depuis quand tu es dans un gang? J'y suis pas. C'est une question d'habitude. Il faut lire les tatouages, lire les petits détails. Les identifier comme appartenant à un gang permettra à Smith de les avoir à l'œil, mais cela ne suffira peut-être pas à prévenir une émeute. Des dizaines de gangs se disputent le pouvoir à Ironwood, comme les Skinheads, les Bloods et les Crips. Les détenus doivent suivre les règles de leur race et de leur gang, sous peine de passage à tabac. Règle numéro 1. Quand un membre est menacé, tout le groupe doit répliquer. Ce vieux de la vieille en sait quelque chose. J'étais creep en rentrant. Et je le reste. Si t'es dans le gang, t'es mon pote. Tu viens pousser de la fonte? Je te laisserai pas te battre tout seul.
Si tu t'embrouilles avec quelqu'un, on s'y mettra tous. C'est un milieu violent ici. Donovan Green dit qu'il est entré dans les Crips quand il avait 11 ans. Ça va, mon pote? Dans notre milieu, faut se faire respecter. Et moi, je l'ai fait par la violence. Il purge une peine de 15 ans pour vol à main armée. Avant cela, il avait déjà plongé pour carjacking. J'avais le pouvoir de vie et de mort. Donne-moi ce que je veux ou disparaît. On se sent puissant à ce moment-là. C'était excitant. On a un sentiment de puissance, on est intouchable dans ces moments-là. Mais à présent, Green cherche la puissance ailleurs, dans l'instruction. Il a intégré le programme universitaire d'Ironwood. J'en ai vu un paquet venir, et Green en faisait partie, qui était un peu douteux. Lui, il était en cheville avec de la racaille, des gars qui étaient dans des embrouilles. Et puis tout à coup, le voilà qui ouvre un livre, qui s'inscrit à un cours de fac et qui s'en tire bien. Ensuite, il a voulu passer à plein temps. Bingo! Ça lui a ouvert les yeux. Ce qui motive Green, prouver à sa fille Eva qu'il peut inverser le cours de sa vie. C'est mon trésor. Je l'aime à en crever. J'aurais aimé être là. Pendant toutes ces années, j'aurais aimé voir mon bébé devenir la jeune femme qu'elle est. Après des années d'études, Green pourrait franchir une étape majeure dans tout juste 2 semaines, l'obtention de son diplôme. Il vise un diplôme de commerce et espère voir sa fille Eva pour la première fois depuis plus de 10 ans. Mais quelque chose pourrait lui barrer la route. Il reste un Crip, et le code d'honneur des prisonniers l'oblige à se battre si on le lui demande. En prison, n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Et si ça arrive, il y a encore des choses qu'on attend de moi en tant que prisonnier. Je le sais. Et Green a une propension à la violence qui pourrait tout mettre en péril. Il y a quelques années, dans une autre prison, Green a grièvement blessé son compagnon de cellule pour l'avoir menacé verbalement. J'ai fait demi-tour, j'ai ouvert la cellule, je savais qu'il était là, et je l'ai attaqué immédiatement. Je l'ai attaqué, je l'ai cogné, je l'ai laté. La cellule ressemblait à un abattoir, il y avait des flaques de sang par terre, sur les murs. J'ai essayé de nettoyer le sang et ils sont venus, ils m'ont menotté et ils m'ont emmené. Il a été à l'hosto et moi au mitard. Une dent lui a transpercé la lèvre, alors il est marqué à vie. À chaque fois qu'il se regardera dans le miroir, il me verra. À présent, Green veut éviter les ennuis. Mais dans cette prison, ce sont parfois les ennuis qui viennent vous trouver. Les ennuis peuvent venir de n'importe quoi. Ça peut être un gars qui te bouscule, quelqu'un qui te dit un truc pas bien, et ça met le feu aux poudres. Il suffit d'une étincelle et c'est parti. Car ce n'est pas la fac ici, c'est la prison. Et la vie en prison ne garantit rien. Ni l'éducation, ni la sécurité, et encore moins la paix. Au centre éducatif de la prison, Roger Serna vient chercher les résultats de son test d'évaluation. Excusez-moi, Monsieur White. Je viens voir les résultats du test. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en compréhension de lecture, tu t'en es très bien tiré. Ça te place en anglais 96, le cours d'amélioration de l'écriture. D'accord. Bon. En arithmétique, tu t'es planté. Donc, on va te mettre en maths 81, le cours d'arithmétique fondamentale. En fait, c'est des bases d'algèbre. La mauvaise nouvelle, c'est que si tu bosses pas bien, tu auras affaire à ton compagnon de cellule. Moi. Merci. Ne me remercie pas maintenant. Tu me remercieras en ayant ton diplôme. Votre attention, passage des livres de l'université. Allez, Lou, on est en retard, faut se dépêcher. Serna, tes livres. Sociologie 101. Demain, Serna commence son cursus de l'été. Je te le passe sous la porte. Aujourd'hui, il reçoit son manuel. T'es prêt à te mettre au boulot?
T'as intérêt à décrocher un A. Monsieur White attend beaucoup de toi. Très bien. Le travail qui l'attend est capital. S'il réussit ce cours, il pourra étudier à plein temps. S'il échoue, c'est fini. Cerna peut finir soit comme un criminel de carrière, soit comme un membre productif de la société. Il est à un tournant de sa vie. Mais en tant que jeune détenu, Cerna pourrait se heurter à l'opposition des membres de son groupe racial, ce qui entraverait ses chances de réussite. Ce n'est pas une règle écrite, mais il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ce programme d'instruction d'un très bon œil. A-t-il été obligé de demander une permission? Non. Mais croyez-moi, quand un gars débarque en disant « Hey, je veux étudier », il y a des gens pour critiquer. Cette prison surpeuplée est une poudrière. Un endroit où tueurs, braqueurs et violeurs se disputent l'espace. Et où la violence se transforme rapidement en émeute de grande ampleur. Je vis ce cauchemar tous les jours. Certains détenus tentent de s'échapper de cet univers en faisant des études universitaires. Mais dans cette prison, étudier ne les met pas à l'abri. Je dois déjà survivre avant de penser au diplôme. Le danger est partout autour de vous. C'est une poudrière. Voilà ce que c'est. Restez à l'école, parce qu'ici, ça rigole pas. Bienvenue à la prison d'État d'Ironwood. La prison d'État d'Ironwood, à Blythe, en Californie. Plantée dans le désert de Californie du Sud, Ironwood est isolée, écrasée de chaleur et dangereusement surpeuplée. De nouveaux prisonniers viennent d'arriver, par dizaines. Avec davantage de détenus que de cellules, cette prison est au bord de l'explosion. 2 par 2, sortez pour la photo. Après, vous revenez. Conçu pour abriter 2200 prisonniers, Ironwood en accueille 4700. On vit en gang. Les 4 secteurs de la prison accueillent donc une population 2 fois supérieure à leur capacité, et les prisonniers s'agglutinent dans les cours pendant la promenade. Surpeuplement égale violence. Il est 11 h du matin et le lieutenant Sue Smith patrouille parmi plus de 400 détenus. Enlève-moi ce bandeau. Les crimes qui les ont amenés ici vont des coups et blessures aux meurtres multiples. Et de la vie des gardiens, les entasser ensemble ne fait que les rendre plus hostiles. Les prisonniers se regroupent selon leur appartenance ethnique, blanc, noir, hispanique et autres. Ces groupes raciaux se subdivisent en gangs qui possèdent une longue histoire de conflits. Mais dans cette prison surpeuplée, les ennemis jurés sont contraints de se côtoyer. De nombreux gangs vendent de la drogue, clé de voûte de l'économie souterraine de la prison. Des querelles surviennent chaque semaine. Je sais de quoi ils sont capables. Je connais le potentiel de ces gars. Ils font de la muscu toute la journée. Ils sont affûtés, ils sont forts et ils se battront jusqu'à la mort. L'été dernier, des émeutes ont éclaté de façon sporadique pendant des semaines. Centre de contrôle, j'ai 6 blacks ici. Il me faut un protocole code 1. J'ai vu des détenus poignardés dans le cou, des gorges tranchées, des coups de couteau multiples, des détenus démolis à poings nus. J'ai vu la mort. Ces détenus sont toujours prêts à se battre. Et le lieutenant Smith monte la garde pour stopper la prochaine émeute avant qu'elle ne débute. J'ai des infos comme quoi on va avoir des problèmes dans cette cour. C'est imminent. Ce sera peut-être aujourd'hui, demain ou le jour d'après, mais c'est pour très bientôt. Tu vois ce gars là-bas? Je veux savoir qui c'est. Il vient de me pointer du doigt. N'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Au moment même où je vous parle, ça pourrait partir. Alignez-vous! La possibilité d'une émeute est toujours dans un coin de ma tête quand je suis dans la cour. T'as un truc pointu dans les poches? Ils n'ont pas le choix. Question de survie. Mais à Ironwood, il existe des lieux encore plus dangereux que la cour.
Les salles de gym. Il y en a une pour chaque cour. Elles accueillent 120 détenus agglutinés les uns sur les autres. Et seulement 3 gardiens pour faire régner l'ordre. Cette prison est tellement surpeuplée que les salles de gym des 4 cours ont été converties en unités de logement. Tu veux bien mettre un pantalon? Je me changeais. Tu es censé porter un pantalon. Travailler dans les salles de gym est très dangereux pour les gardiens, parce que les locaux sont exigus et 120 détenus s'y entassent. Quand on passe entre les couchettes, n'importe quoi pourrait se produire. Attention, messieurs. Il ne faut jamais baisser sa garde, surtout pas dans les salles de gym, car les détenus sont très proches de vous. T'as pas entendu le maton arriver? Ces 550 mètres carrés abritent des criminels et des gangs rivaux entassés ici sans cellules pour les séparer. Et quand la violence éclatera, ils seront prêts. Ils s'équipent d'armes rudimentaires et mortelles. Le gardien Michael Smith et la brigade d'investigation en ont récolté des centaines. Ici, on a différentes armes trouvées à Ironwood au fil des années. Elles vous montrent à quel point ces gars sont ingénieux lorsqu'il s'agit de fabriquer des armes au sein de la prison. Celle-ci est intéressante, on appelle ça la carotte. C'est une brosse à dents limée en pointe. Elle était plantée dans le sol. Elle est entourée d'herbes pour qu'on la confonde avec les mauvaises herbes de la cour. Les détenus qui les fabriquent savent où elles sont, mais elles n'ont l'air de rien dans le sol. Et si une émeute ou quelque chose d'imprévu se passe, ils peuvent s'en saisir rapidement. Ils vont dans le secteur en question, ils trouvent leurs mauvaises herbes et ils sont armés. Parmi les plus dangereuses, il y a ce qu'on appelle les broyeurs d'eau. Ce sont de grosses armes en métal. Elles provoquent de graves perforations. Il y a aussi ce genre de petits tomahawks. Ils causent de grosses coupures ou des incisions très graves. Ils sont faits avec des lames de rasoir. Ces armes ne sont pas destinées qu'aux ennemis. Les groupes raciaux et les gangs s'en prennent à leurs membres qui ne respectent pas les règles. Les nouveaux sont vite mis au parfum. La race détermine ceux avec qui ils seront dans la cour, ceux avec qui ils marcheront, ceux à qui ils obéiront. Roger Serna, 22 ans, est à Ironwood depuis 3 mois. Il est avec les Blancs. Arrêté une première fois à 18 ans pour une petite affaire de drogue, Serna a basculé dans la violence en agressant une de ses connaissances. Je suis en prison pour tentative de meurtre. Quelqu'un a voulu me balancer, alors j'ai pris les choses en main pour qu'il ne me balance plus jamais. Le tribunal a condamné Serna à 7 ans d'incarcération. Il est déterminé à ce que ce séjour en prison soit son dernier. C'est un cercle vicieux et il n'y a rien de bon dans ce cercle. Il mène qu'à 3 choses, la prison, l'asile et la mort. Si je brise pas ce cercle, je vais retourner en tôle après ma conditionnelle et y rester jusqu'à la quarantaine. Celui qui pourrait aider Serna à briser ce cercle vicieux est son compagnon de cellule, Jim White. White a été condamné à la perpétuité incompressible pour meurtre avec préméditation. Élevé dans le respect de l'instruction, White pense qu'elle peut détourner les détenus de la criminalité. Allez au boulot, vous avez vos livres? J'étais assis dans cette pièce et j'ai dit que j'avais un rêve. Ce rêve, c'était que 200 détenus étudient à la fac. Et tout le monde m'a rionné. Mes propres co-détenus m'ont rionné. Ils m'ont dit que je n'y arriverais jamais. Avec le soutien de la prison, White a établi un partenariat avec 2 centres universitaires et leurs administrations. Ensemble, ils ont créé un programme pour les détenus. Aux États-Unis, seuls 12 programmes de ce type existent. 7 ans plus tard, plus de 400 détenus d'Ironwood suivent un cursus universitaire. Et une fois dehors, peu de diplômés reviennent derrière les barreaux. Selon les chiffres du département correctionnel, ça coûte 42 800 $ d'entreposer un détenu. Car ce n'est que ça, de l'entreposage. Nous, on peut les instruire pour environ 800 $. Ils ont un taux de retour en prison de 73%, tandis que le mien est de 22%.
Alors ce serait peut-être rentable au moins d'essayer ma méthode. Dans quelques semaines, 71 détenus, le plus grand nombre atteint à ce jour, recevront tous ensemble leur diplôme. White espère que Serna, son jeune compagnon de cellule, arrivera un jour au même résultat. Et Serna aussi. À la fac, je ne serai pas loin de l'âge de ceux qui terminent leur cycle. La plupart des jeunes commencent leurs études entre 17 et 19 ans. Moi, j'ai commencé la prison à cette période-là. À mon âge, je pourrais être étudiant en fac. J'ai que 22 ans. Je serais sur le point d'obtenir un diplôme. Ça roulerait pour moi. J'ai passé les 3 dernières années de ma vie à l'université de l'ignorance. Maintenant, je veux m'en sortir. Aujourd'hui, Serna passe un test d'évaluation afin d'intégrer le programme. Ce test indiquera quel niveau d'anglais et de mathématiques vous avez et par où commencer. On est dans un environnement où c'est plus compliqué que simplement d'aller à l'école. Vous savez tous comment ça fonctionne ici. Ce ne sera pas facile et vous n'aurez aucun privilège parce que vous êtes en prison. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez vous prendre en main et faire votre maximum. Vous pouvez commencer, vous avez 45 minutes. Angoisse et prison vont de pair. Mais cette fois, les nerfs de Serna sont mis à vif d'une façon différente. Chaque test est assez stressant pour moi. Je ne sais jamais trop ce qu'on va me demander. À chaque fois, avant un test, on a les mains moites, on angoisse parce qu'on veut faire de son mieux, mais en même temps, on a la trouille. C'est une nouvelle situation à chaque fois. Serna envisage d'intégrer une classe d'essai pendant l'été. S'il passe, il s'inscrira à plein temps à l'automne. Mais même s'il intègre le programme à plein temps, il ne sera pas à l'abri de la violence. Par le passé, des étudiants ont été agressés par les gangs pour s'être mêlés à des étudiants d'autres races en dehors de la salle de classe. Et avec la chaleur de l'été, les tensions entre groupes vont s'exacerber. Le spécialiste des gangs Mike Smith a été alerté. Une bagarre a lieu dans la cour A. 3 membres d'un gang hispanique ont attaqué un membre d'un gang rival. Les gardiens ordonnent aux 200 détenus présents dans la cour de se mettre à terre. Puis ils menottent les agresseurs avant de les enfermer et de les interroger. Smith doit maintenant découvrir les causes de la bagarre avant que la violence ne s'étende. T'habitais où dehors? Fais voir ton dos. Je suis de Diamond Bar. Diamond Bar? Ouais. Dans les gangs hispaniques, la loi du silence règne vis-à-vis des étrangers. Depuis quand tu as ce tatouage? Depuis un moment. Où tu l'as fait faire? En prison? Non, dehors, je crois. À défaut de dialogue, Smith cherche ses informations ailleurs, sur leur peau. Sors par cette porte. Les tatouages, ça vaut des milliers de mots. Regarde l'objectif. Les tatouages, et en particulier ceux des gangs, vous disent d'où ils viennent, avec qui ils traînent, avec quel clique à l'intérieur du gang, peut-être même leur surnom ou le nom de leurs amis qui se sont fait tuer. Ça nous donne des infos sur le gang. Tu t'es fait tatouer ça dehors, tu dis? Ouais. Tu sais ce que ça signifie? Non. Pourquoi tu te fais tatouer si tu sais pas ce que ça veut dire? Il me plaisait, tout le monde avait le même. Chaque groupe ethnique et chaque gang arbore des motifs et des styles de tatouage bien spécifiques. Chez les Blancs, c'est généralement des crânes, des démons ou des dragons. Dans les tatouages des Noirs, on trouve beaucoup de surnoms et de noms de gangs. Chez les Hispaniques, on voit pas mal de tatouages aztèques. Différents symboles qui signifient différentes choses dans la culture aztèque et qui sont repris à leur compte par les gangs. À en croire Smith, les tatouages de ce détenu attestent sans équivoque de son appartenance à un gang mexicain, chose qu'il n'avouerait jamais à un gardien. Depuis quand tu es dans un gang? J'y suis pas. C'est une question d'habitude. Il faut lire les tatouages, lire les petits détails. Les identifier comme appartenant à un gang permettra à Smith de les avoir à l'œil, mais cela ne suffira peut-être pas à prévenir une émeute.
des dizaines de gangs se disputent le pouvoir à Ironwood, comme les Skinheads, les Bloods et les Crips. Les détenus doivent suivre les règles de leur race et de leur gang, sous peine de passage à tabac. Règle numéro 1. Quand un membre est menacé, tout le groupe doit répliquer. Ce vieux de la vieille en sait quelque chose. J'étais Crip en rentrant, et je le reste. Si t'es dans le gang, t'es mon pote. Tu viens pousser de la fonte? Je te laisserai pas te battre tout seul. Si tu t'embrouilles avec quelqu'un, on s'y mettra tous. C'est un milieu violent ici. Donovan Green dit qu'il est entré dans les Crips quand il avait 11 ans. Ça va, mon pote? Dans notre milieu, faut se faire respecter. Et moi, je l'ai fait par la violence. Il purge une peine de 15 ans pour vol à main armée. Avant cela, il avait déjà plongé pour carjacking. J'avais le pouvoir de vie et de mort. Donne-moi ce que je veux ou disparais. On se sent puissant à ce moment-là. C'était excitant. On a un sentiment de puissance, on est intouchable dans ces moments-là. Mais à présent, Green cherche la puissance ailleurs, dans l'instruction. Il a intégré le programme universitaire d'Ironwood. J'en ai vu un paquet venir, et Green en faisait partie, qui était un peu douteux. Lui, il était en cheville avec de la racaille, des gars qui étaient dans des embrouilles. Et puis tout à coup, le voilà qui ouvre un livre, qui s'inscrit à un cours de fac et qui s'en tire bien. Ensuite, il a voulu passer à plein temps. Bingo! Ça lui a ouvert les yeux. Ce qui motive Green, prouver à sa fille Eva qu'il peut inverser le cours de sa vie. C'est mon trésor. Je l'aime à en crever. J'aurais aimé être là. Pendant toutes ces années, j'aurais aimé voir mon bébé devenir la jeune femme qu'elle est. Après des années d'études, Green pourrait franchir une étape majeure dans tout juste 2 semaines, l'obtention de son diplôme. Il vise un diplôme de commerce et espère voir sa fille Eva pour la première fois depuis plus de 10 ans. Mais quelque chose pourrait lui barrer la route. Il reste un Crip, et le code d'honneur des prisonniers l'oblige à se battre si on le lui demande. En prison, n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Et si ça arrive, il y a encore des choses qu'on attend de moi en tant que prisonnier. Je le sais. Et Green a une propension à la violence qui pourrait tout mettre en péril. Il y a quelques années, dans une autre prison, Green a grièvement blessé son compagnon de cellule pour l'avoir menacé verbalement. J'ai fait demi-tour, j'ai ouvert la cellule, je savais qu'il était là, et je l'ai attaqué immédiatement. Je l'ai attaqué, je l'ai cogné, je l'ai laté. La cellule ressemblait à un abattoir, il y avait des flaques de sang par terre, sur les murs. J'ai essayé de nettoyer le sang et ils sont venus, ils m'ont menotté et ils m'ont emmené. Il a été à l'hosto et moi au mitard. Une dent lui a transpercé la lèvre, alors il est marqué à vie. À chaque fois qu'il se regardera dans le miroir, il me verra. À présent, Green veut éviter les ennuis. Mais dans cette prison, ce sont parfois les ennuis qui viennent vous trouver. Les ennuis peuvent venir de n'importe quoi. Ça peut être un gars qui te bouscule, quelqu'un qui te dit un truc pas bien, et ça met le feu aux poudres. Il suffit d'une étincelle et c'est parti. Car ce n'est pas la fac ici, c'est la prison. Et la vie en prison ne garantit rien. Ni l'éducation, ni la sécurité, et encore moins la paix. Au centre éducatif de la prison, Roger Serna vient chercher les résultats de son test d'évaluation. Excusez-moi, Monsieur White. Je viens voir les résultats du test. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en compréhension de lecture, tu t'en es très bien tiré. Ça te place en anglais 96, le cours d'amélioration de l'écriture. D'accord. Bon. En arithmétique, tu t'es planté. Donc, on va te mettre en maths 81, le cours d'arithmétique fondamentale. En fait, c'est des bases d'algèbre.
La mauvaise nouvelle, c'est que si tu bosses pas bien, tu auras affaire à ton compagnon de cellule. Moi. Merci. Ne me remercie pas maintenant. Tu me remercieras en ayant ton diplôme. Votre attention, passage des livres de l'université. Allez, Lou, on est en retard, faut se dépêcher. Serna, tes livres. Sociologie 101. Demain, Serna commence son cursus de l'été. Je te le passe sous la porte. Aujourd'hui, il reçoit son manuel. T'es prêt à te mettre au boulot? T'as intérêt à décrocher un A. Monsieur White attend beaucoup de toi. Très bien. Le travail qui l'attend est capital. S'il réussit ce cours, il pourra étudier à plein temps. S'il échoue, c'est fini. Serna peut finir soit comme un criminel de carrière, soit comme un membre productif de la société. Il est à un tournant de sa vie. Mais en tant que jeune détenu, Serna pourrait se heurter à l'opposition des membres de son groupe racial, ce qui entraverait ses chances de réussite. Ce n'est pas une règle écrite, mais il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ce programme d'instruction d'un très bon œil. A-t-il été obligé de demander une permission? Non. Mais croyez-moi, quand un gars débarque en disant « Hey, je veux étudier », il y a des gens pour critiquer ce choix. Ils vont lui demander pourquoi il fait ça. Et en prison, quand on vous questionne, ça vous met à cran. Et à Ironwood, tout le monde est à cran. À mesure que la température monte, les esprits s'échauffent. Le vendredi 1er juin, la violence éclate. Plus d'une douzaine de membres des Crips et des Bloods s'affrontent dans la cour B. En l'espace de quelques minutes, 145 détenus sont sur le champ de bataille. Les gardiens auront besoin de 5 chargeurs de balles en caoutchouc, 3 bombes lacrymogènes et 8 grenades lacrymogènes pour reprendre le contrôle de la situation. Nous sommes le 1er juin 2007. On a une émeute en B2. Détenu Martinez de la cellule 203. Tu vois sa blessure? Ouais. Détenu Martin de la 103. Détenu Gaétan de la 204. Et on a monsieur Pascasio de la cellule 140. C'est qui, lui? Valencia? 230? Tu vois les staphylades? Détenu Valencia de la 230. Les armes des détenus, tout ce qui se trouvait à portée de main. Des chaises, des balais, une canne et même 2 couteaux bricolés. L'émeute a mis à cran la gardienne chevronnée Sue Smith, une des premières sur les lieux. Parfois, votre cœur s'emballe tellement que vous l'entendez. Ça flanque la frousse. Les détenus se battaient entre eux, mais il y a toujours un risque qu'ils s'en prennent à nous. Le lendemain matin, Sue Smith réunit son équipe pour faire un point. Cette émeute pourrait être le point de départ d'une vague de violence s'ils n'arrivent pas à en identifier la cause. Smith était dans la cour quand elle a vu la première attaque se produire. Vers 8h15, il y avait environ 70 détenus noirs qui se battaient devant B3 et B4. Au même moment, l'unité B2 a demandé de l'aide par radio. Des détenus se battaient dans la salle commune. On a sollicité un protocole de code 3. Il y a eu fermeture des portes et tout le personnel disponible est venu ici. Quelles que soient les informations que vous pourrez obtenir des détenus, faites-les-moi parvenir. Il faut qu'on reconstruise le puzzle. Le personnel transfère les émeutiers les plus violents dans une unité d'isolement, la ségrégation administrative. Mais en raison du surpeuplement de la prison, cette unité est déjà pleine. Les gardiens doivent donc les emmener dans des cellules ordinaires qui seront transformées en quartiers de ségrégation administrative. On est en train de nettoyer des cellules ordinaires parce que l'unité de ségrégation administrative est déjà remplie. On s'assure qu'il n'y a ni contrebande, ni armes, ni rien de ce genre. Il faut que ce soit nickel avant que les détenus arrivent. Bouche, oreille,
scrotum. Les gardiens soumettent les détenus à une fouille corporelle. Les prisonniers s'accroupissent et toussent pour montrer qu'ils n'ont pas caché d'armes en eux. S'accroupir et tousser avec un couteau dans la cavité anale pourrait causer de graves blessures. Pour l'attribution des cellules, les gardiens prennent soin de séparer les races et les gangs rivaux. On peut te mettre dans une cellule avec eux? Ouais, n'importe lequel, on est ensemble. Il n'y aura pas de problème. Entendu. Dans le bureau de la brigade d'investigation, Mike Smith essaie de comprendre ce qui a causé l'émeute. Je vous appelle pour savoir si vous avez eu des soucis avec les Crips et les Bloods. On a eu un incident ici. Mon patron m'a demandé d'appeler pour savoir si ça se passait dans tout l'État ou seulement chez nous. Smith sait que les prisonniers suivent des règles de race et de gang strictes, ce qu'il nomme la politique. Sous couvert d'anonymat, ce détenu a accepté de révéler ses règles. Aux yeux de son gang, ce qu'il s'apprête à faire s'apparente à balancer. Il le tuerait pour cela. C'est la politique qui décide. Tu décides pas toi-même des règles. Les règles sont déjà établies. Et t'as intérêt à les suivre. Si tu les enfreins, t'es fini. Quand il se passe un truc, je regarde si ma race est dans le coup. Si un gars de ma race se coltine avec un autre, c'est automatique, j'y vais. Il faut que j'y aille et que je fasse morfler quelqu'un. Il n'y a pas de 1 contre 1 avec nous. Si un de nous se bat, on se bat tous. Tu restes pas assis à regarder un des tiens se battre avec une autre race. C'est pas comme ça que ça marche. S'il y en a un qui s'y met, tout le monde s'y met. C'est comme ça. Dans tout le bâtiment B, le confinement a été décrété. Les détenus restent dans leurs cellules 24 heures sur 24. Ils ne sortent qu'une fois toutes les 72 heures pour prendre une douche. Ils ne sortent même pas pour les repas. Il est 12h30, l'heure du déjeuner. Le lieutenant Smith donne leur repas aux détenus à leur porte. Avec 2 hommes coincés ensemble par cellule, les esprits s'échauffent. Tu veux faire du sport, tu fais du sport dans ta cellule. Tu veux te laver le cul, tu te laves le cul dans ta cellule. Si t'as la dalle, t'as intérêt à avoir à bouffer dans ta cellule. Parce qu'il n'y a que dalle dans les plateaux qu'ils t'apportent. C'est ça le confinement. Le confinement est censé rendre Ironwood moins dangereux. Mais plus il dure, plus les détenus deviennent enragés. On vit en gang. Pour ajouter encore un peu de tension, des rumeurs de vengeance circulent de cellule en cellule. La prison fait sortir des détenus de race qui n'ont pas été impliqués dans l'émeute pour accomplir les tâches quotidiennes. Mais ils mènent aussi leurs propres petites affaires. Ils font passer les choses qu'ils ont à faire passer. Ça peut être des armes, de la drogue, des lettres. Et ils font passer ça de cellule en cellule, de bloc en bloc. Partout où il faut que ça aille. En retour, ils se font payer. Certains d'entre eux colportent des rumeurs à travers toute la prison. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des gars qui travaillent. Ils se baladent et ils racontent des histoires de bâtiment en bâtiment. Et quand toutes les races vont sortir, personne ne saura la vérité. Parce qu'il y aura eu plein de versions différentes de ce qui s'est passé. Quand on sera dans la cour, vous allez avoir une mêlée monstre à cause d'un truc faux. Quand tout le monde va sortir, ça va être de la folie. Une extension de la violence aux autres unités mettrait en péril la remise des diplômes. Hé, l'artiste! Green! J'ai un truc pour toi! Dans l'unité D, Donovan Green reste positif. Ses notes sont bonnes, il a été reçu, il va pouvoir recevoir son diplôme.
C'est bon? Ouais. Bien joué. Merci. Tous les autres savaient que j'avais le potentiel. Moi, je faisais n'importe quoi. J'ai jamais été un nul non plus, mais bon. Je suis vraiment fier de moi. Je me demande pourquoi j'ai pas toujours fait ça. Je vais en faire des copies. Une pour ma fille, une pour ma mère, une pour mon père. Il y a aussi ma grand-mère, mes tantes. Mais Jim White sait qu'il est encore trop tôt pour se réjouir.